Alors évidemment, pour répondre à cette question, il faut s'entendre sur les termes. Le véganisme, ce n'est pas simplement du végétarisme ou du végétalisme. C'est une posture qui s'adosse à une doctrine qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme et qui refuse toute forme d'exploitation de la vie animale, pour quelque raison que ce soit. Voilà. Il n'y a aucune raison de subordonner les intérêts de la vie des animaux à celle des êtres humains pour les antispécistes et les véganes qui s'en réclament. Il n'y a aucune raison d'instrumentaliser les animaux pour satisfaire les intérêts humains. Alors le cœur de l'argument est celui-ci. Quand vous allez chez le médecin et que vous vous faites prescrire les médicaments allopathiques que vous allez ensuite acheter en pharmacie, ou bien quand vous êtes hospitalisé dans un centre hospitalier, dans un centre médical, tous les produits qui sont utilisés pour vous guérir font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, ils jouissent de ce qu'on appelle une AMM, et il y a des protocoles de validation administratifs très rigoureux qui passent nécessairement par le test de ces produits sur des animaux. Par conséquent, tout ce que vous prenez, qui est prescrit par un médecin, qui est utilisé dans un hôpital, chaque fois que vous êtes hospitalisé, vous ne pouvez pas être vegan, puisque pour vous soigner, vous utilisez des produits qui ont impliqué l'exploitation, voire le sacrifice de vies animales. Voilà où est le cœur de l'argument sur lequel je voudrais que nous réfléchissions un peu. Alors, le problème est celui-ci. Pour le formuler de façon plus aiguë, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre engagement, jusqu'où privilégions-nous notre engagement vegan, quand sommes-nous rattrapés par notre spécisme, c'est-à-dire par notre racisme à l'égard des espèces animales? Est-ce que, malgré notre morale non violente, nous ne sommes pas aveuglés par nos intérêts personnels quand ils sont menacés? Et si c'est le cas, vous voyez qu'il n'y a finalement, fondamentalement, pas de différence de nature entre un omnivore et un vegan. Il n'y a pas de différence de nature, mais seulement une différence de degré, puisque chacun est motivé dans les deux cas par le seul calcul d'intérêt. Le curseur n'est pas placé au même endroit, nous sommes bien d'accord, le vegan engendre moins de dégâts dans le monde animal, il tue moins, mais il tue quand même, et il tue pour les mêmes raisons, à savoir la considération, la préférence qu'il accorde à son intérêt personnel. Voilà la problématique, on peut l'approfondir encore. Bon, voilà, là nous sommes au cœur de la difficulté pour le vegan. Il s'agit de vivre sans exploiter, de vivre sans tuer. Tu ne tueras point, c'est pour le vegan manifestement le premier commandement, mais c'est un commandement particulièrement difficile à respecter, même pour le vegan. Alors, pour répondre à cette difficulté, plusieurs hypothèses. Comment vivre sans tuer? Comment vivre sans tuer? La première hypothèse, c'est une hypothèse particulièrement radicale et qui ne va pas aller sans poser problème, c'est de ne pas se soigner. Alors, c'est une hypothèse envisageable,
mais qui va se heurter à la difficulté d'une intégration des individus et de leur famille dans la société. Quand on est responsable, père de famille, mère de famille, et qu'on a des enfants en responsabilité, peut-on leur refuser une hospitalisation au motif que notre santé ne mérite pas que nous tuions des animaux? Donc là, on est face à une véritable difficulté, qui risque de prêter le flanc à l'accusation d'extrémisme, de dérive sectaire. Là, on est sur un problème majeur. La deuxième hypothèse, beaucoup plus préférable, c'est de ne pas tomber malade. Voilà. Je crois que finalement, si on veut être un vegan responsable, eh bien, on n'a pas d'autre solution que de se préoccuper soi-même de médecine, de se réapproprier les questions de santé dont les médecins nous ont un petit peu dépossédés. La médecine moderne a créé ce que André Gorz appelait des professions incapacitantes, c'est-à-dire que les médecins ont fait de la médecine une spécialité telle qu'ils seraient les seuls à pouvoir nous dire la vérité à son sujet, mais je crois que il faut transgresser ce tabou et nous réapproprier les questions de santé si nous voulons devenir des véganes plus cohérents avec nous-mêmes. Nous n'avons pas le choix de tomber malade parce que chaque maladie, chaque médicament que nous prenons, testé sur des animaux, le test ayant été une condition de l'autorisation des mises sur le marché des médicaments que nous prenons, que ce soit ceux qui sont prescrits par les médecins de famille ou ceux qui sont donnés en milieu hospitalier, eh bien, si nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, nous n'avons pas le choix, nous ne devons pas tomber malades. Alors c'est une belle hypothèse qui implique de faire du véganisme autre chose qu'une simple doctrine philosophique, j'allais dire, c'est-à-dire finalement un petit peu abstraite. Il faut que le véganisme devienne véritablement une hygiène de vie, ce que j'appelle par ailleurs une diète intégrale, une diététique au sens grec du terme, c'est-à-dire un régime d'existence, mais un régime d'existence intégral qui ne concerne pas simplement notre manière de manger ou de nous habiller, mais qui concerne également le choix que nous faisons de telle ou telle médecine. Au fond, le véganisme est une philosophie intégrale, un régime d'existence intégral dans la mesure où, on le voit, il enveloppe tous les aspects de l'existence. Donc, que ta diététique, ta diète d'existence soit ta première thérapeutique. Voilà la devise que je propose aux véganes, parce que je crois que c'est la seule manière de ne pas tuer. C'est la seule philosophie, mais que faire quand on tombe malgré tout malade? C'est bien beau de vouloir se réapproprier ces questions de santé, et évidemment, si on étudie la médecine dans cet objectif d'aller mieux pour éviter, entre autres, aller mieux est une fin en soi, mais pour le vegan, il y a ce souci de ne pas porter atteinte, de ne pas exploiter, de ne pas porter atteinte à la vie des animaux. Donc, c'est beau, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que le simple fait de s'intéresser à la médecine suffit pour ne pas tomber malade? Eh bien non. Bien sûr, on tombera moins malade, mais on risque de tomber malade encore. Donc, dans ce cas, comment fait-on? Là, nous sommes face à une nouvelle difficulté. Quand on tombe malade quand même, comment faire?
Alors, même si on ne tombe malade que très tard, si on n'est jamais malade, eh bien il vient toujours un moment où on vieillit, où une maladie nous emporte parce que nous sommes au bout de notre chemin de vie. Donc là, évidemment, il y a peut-être une réflexion à mener sur l'acceptation. C'est un sujet difficile, je le reconnais, et je ne dis pas qu'il faut accepter tout de suite de mourir dès qu'on attrape une grippe ou un rhume. Mais il faut évidemment se garder de tout acharnement thérapeutique. Donc le problème est bien connu en bioéthique, il a déjà été évoqué. Donc où place-t-on le curseur? À partir de quand faut-il accepter la mort comme une fatalité et comme l'occasion de grandir en sagesse? C'est une question extrêmement difficile que je ne vais pas résoudre là en quelques secondes, mais c'est une question qu'il faut avoir présente à l'esprit si nous voulons aussi pousser cette exigence de cohérence jusqu'au bout et ne pas nous jeter toujours et sans réflexion dans les bras de la médecine conventionnelle. Mais il y a une autre option. Il y a une autre option qui est celle qui m'a conduit à développer dans le cadre de la formation énergie une charte végane. L'autre option, c'est d'encourager les pouvoirs publics, dans la mesure où on le peut, par des pétitions ou des instituts de médecine alternative dans le cadre privé, encourager la formation d'instituts, de pratiques de la médecine qui répondent à une charte végane. Même si on pratique la médecine, encore une fois, répétons-le, on peut tomber malade. Mais il est possible d'avoir recours. Alors aujourd'hui, c'est grâce aux médecines alternatives, qui ne passent pas par le processus administratif des autorisations de mise sur le marché, pour ce qui concerne les prescriptions de la pharmacopée chinoise, les produits de la pharmacopée chinoise par exemple. Donc on peut très bien avoir recours à une allopathie en médecine chinoise, avec des produits pharmaceutiques qui traitent des pathologies qui vont de la grippe au cancer, et qui sont tout à fait véganes, parce qu'ils n'ont pas été testés pour bénéficier de leur autorisation de mise sur le marché. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour ces produits-là. Il n'y a pas besoin de cette procédure très particulière qu'on appelle l'AMM, puisque ce ne sont pas officiellement des médicaments, mais dans la législation française ou européenne, des compléments alimentaires. C'est sous cette étiquette-là que ces produits passent les frontières, et même si on sait que ce sont des médicaments qui sont utilisés pour traiter des pathologies parfois extrêmement graves, chroniques, etc., ils ne sont pas traités ou considérés par la législation française ou européenne comme des médicaments. Voilà, donc là il y a une option possible. Les véganes, dans leur effort de désobéissance civile, dans leur effort pour transformer la société, doivent aussi s'approprier ou se réapproprier cette question très concrète pour eux-mêmes et pour leurs enfants, s'ils sont responsables, père ou mère, responsables de famille. Voilà. J'espère avoir aidé un tant soit peu à la formulation du problème et à l'évocation des pistes possibles pour résoudre cette question particulièrement épineuse, critique, mais passionnante. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite surtout de rester en bonne santé.